Bonjour et bienvenue sur mon studio.tv. Aujourd'hui, je suis avec une invitée sociologue qui s'appelle Véronique Daubas-Le Tourneux, qui vient pour nous présenter son livre qui s'appelle Accident du travail, des morts et des blessés invisibles. Alors Véronique, racontez-nous un peu la genèse de ce livre, d'où vient-il ? Alors c'est un livre qui vient à la fois de loin et de pas si loin. De loin parce qu'il est fondé sur des recherches qui pour certaines remontent à un certain temps, et de proche parce qu'en fait il est le résultat d'une sollicitation que j'ai reçue de la part de l'éditeur qui est Bayard, donc à la suite d'une parution d'une double page dans le quotidien Le Monde, et donc qui m'a sollicité pour écrire sur cette thématique sur laquelle donc je travaille depuis de nombreuses années. Alors pour vous, c'est une continuité, quelque part. Qu'est-ce que ça change de répondre à une commande ? C'est vraiment une aventure inédite pour un enseignant-chercheur, puisque c'est vrai qu'on est habitué à utiliser le nous déjà. On est habitué à écrire pour un groupe de pairs, pour des revues spécialisées. Et là, les deux consignes que j'ai reçues de l'éditrice, c'était de parler à la première personne et d'écrire un récit linéaire. Et du coup, c'était une vraie expérience intéressante qui m'a fait aussi relier différents travaux passés qui n'étaient pas forcément reliés jusqu'à présent. Alors, venons-en au fond. Alors, accident du travail, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? C'est pas un livre de recherche, c'est pas un livre de vulgarisation, c'est un peu des deux ? C'est un livre ouvert à un public varié qui parle d'un sujet peu traité et qui est pourtant un sujet de société qui concerne un très très grand nombre de personnes, non seulement les accidentés eux-mêmes, mais toute leur famille. Faut savoir que chaque année, depuis les années 2000, il y a plus de 650 000 accidents du travail avec au moins un jour d'arrêt qui arrivent pour le champ du régime général, des assurés de la sécurité sociale. Donc c'est un sujet de grande ampleur, mais qui reste invisible. Donc écrire ce livre, pour moi, ça a été la motivation aussi de donner à voir des résultats de recherche, et puis de faire qu'on parle de ce sujet, qui est à mon sens un sujet de santé publique non posé. Est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation ? Vous citez 700 000, c'est à la fois beaucoup, mais comment le situer par rapport à des temps plus éloignés ? Sur les données, alors effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une sorte de palier, en fait. Il y a eu une progressive diminution du nombre total d'accidents du travail depuis les années 50, où les chiffres étaient vraiment très importants, dans les années 70 également, et ça a heureusement progressivement baissé. Cette baisse, elle est quand même largement structurelle. Elle est liée à l'évolution du marché de l'emploi et donc notamment à la diminution du nombre d'ouvriers dans le marché de l'emploi, donc à la tertiarisation du marché de l'emploi. Mais c'est vrai que depuis les années 2000, en fait, on observe une stagnation. Cette baisse, cette tendance lourde se stoppe et donc reste quand même très très importante au regard du nombre de personnes touchées et blessées chaque année, quoi. Du nombre, c'était bon, ça va me revenir. Je peux vous donner un peu ce que disent les chiffres si. Oui, ouais. Mais on va y venir. Mais c'était bon. Oui, pourquoi c'était un fait oublié ? Pourquoi c'est un fait qui n'est pas analysé ou peu analysé ? Mais on va. Ces chiffres, alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Qu'est-ce que vous avez analysé ? Ce qu'on en déduit déjà, c'est une forme de régularité, et c'est vrai qu'en sociologie, on mobilise les statistiques pour étudier la régularité des faits sociaux. Là, on en déduit que le risque de mourir ou de se blesser au travail ne touche pas du tout de la même façon les travailleurs, selon que l'on est ouvrier ou cadre. Et donc, ce que les statistiques montrent, c'est que la régularité des accidents du travail, c'est aussi la régularité des accidents du travail du groupe ouvrier avant tout. Donc un groupe largement masculin, ça touche aussi plus les hommes, et puis les intérimaires et certains secteurs comme le BTP notamment. Mais ce qui me semble important aussi de signaler, c'est qu'on observe depuis ces dernières années un secteur très féminisé qui est celui du soin et de l'aide à la personne, pour lequel le taux de fréquence est encore plus élevé qu'ailleurs. Donc voilà, c'est une tendance qui perdure et qui touche avant tout des groupes professionnels pas ou
faiblement qualifiés dans des postures à la fois de travail industriel, mais aussi de travail de service. Est-ce qu'on peut en déduire une forme d'inégalité sociale au travers de ces chiffres ? Oui, c'est une inégalité sociale à partir du moment où le fait de pouvoir développer sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite en étant en bonne santé ne touche pas de la même manière les différents groupes, les différentes catégories socio-professionnelles. Et les inégalités sociales, elles se retrouvent avec des données utilisées plus par les démographes. Mais en fait, l'écart entre ouvriers et cadres en termes d'espérance de vie sans incapacité, il est extrêmement important en France au regard des autres pays de l'Union européenne. Donc on est vraiment pleinement dans un indicateur des inégalités sociales de santé, et la question du travail est pas souvent mise au devant. Quand on s'interroge sur les inégalités sociales de santé, on va interroger les comportements individuels, notamment. Faut bien manger, bouger, être dans une activité saine. Mais c'est vrai que les conditions de travail, l'environnement de travail en lui-même peut être un facteur à prendre en compte pour éclairer ces inégalités sociales de santé. Oui, et puis il dépasse le facteur individuel pour le coup. Complètement. Ouais. Oui. Est-ce que cette absence d'analyse ou de vision, on va dire, en termes de santé publique est un fait spécifiquement français, ou est-ce que les autres pays sont, je dirais, dans le même niveau d'analyse et d'observation ? Alors moi, je n'ai pas fait une analyse comparée, donc je ne vais pas pouvoir répondre de manière précise à cette question, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'accident du travail, en fait, c'est un fait qui est assuré. On a une assurance accident du travail qu'on retrouve dans les différents pays de l'Union européenne, aux États-Unis, qui est fondée sur un système assurantiel, c'est-à-dire que parce qu'on est dans une relation de subordination au travail, le fait de se blesser à son travail va être pris en charge de manière automatique et l'indemnisation sera forfaitaire. Et je pense que ça contribue à ne pas questionner les accidents du travail, puisque en fait, c'est une sorte d'indicateur de gestion. Ils sont là, on les compte, on les gère, et du coup, on ne questionne pas en fait ce que ça implique à la fois au niveau du travail, mais également au niveau de la vie des accidentés eux-mêmes. Donc c'est un peu, je pense, dans les autres pays, ce risque assuré se retrouve également et contribue aussi à un non-questionnement. Ce qui peut contribuer aussi à l'invisibilité, c'est le fait que le groupe des accidentés du travail en lui-même n'est pas un groupe organisé, n'est pas un groupe visible, comme on a pu le voir par exemple au niveau des mobilisations liées à l'amiante, avec des associations de victimes qui se sont constituées. Pour les accidents du travail, c'est un groupe qui est assez homogène. On a vu plus d'ouvriers, d'employés, mais c'est pas un groupe qui se structure et qui se reconnaît. Donc en fait, on a une gestion très individualisée des accidents du travail, donc qui va contribuer à une approche assez privatisée de ces enjeux de santé. Est-ce que le fait aussi que le pouvoir syndical en France est assez faible est un facteur explicatif ? Alors c'est vrai qu'on a vraiment des syndicats très faibles en France, et ça peut contribuer effectivement au fait de ne pas s'emparer de manière collective de ces enjeux de santé au travail. Ouais. On peut aussi dire que les syndicats sont mobilisés souvent sur des questions d'emploi ou de salaire. Et c'est vrai que ces enjeux d'insécurité au travail, on va plus les avoir sous l'angle de l'insécurité de l'emploi, avec malheureusement des plans sociaux. Mais l'insécurité au travail n'est pas forcément traitée en premier plan. Ouais. La question du burn-out, est-ce que c'est quelque chose que vous abordez, que vous arrivez à analyser dans votre livre ? Oui, je l'aborde effectivement parce que c'est une question d'actualité. Moi, dans mes enquêtes, les accidentés que j'ai rencontrés, c'était plus des accidentés qui avaient des atteintes d'ordre physique. Je vais aller voir les marins-pêcheurs notamment, ou des secteurs assez variés. Mais le burn-out, effectivement, c'est une pathologie que l'on sait être liée au travail et pour laquelle, en fait, la reconnaissance au titre des maladies professionnelles est extrêmement complexe parce qu'on n'a pas de tableau de maladies professionnelles. Alors, de façon très schématique, pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue comme telle, il faut qu'elle rentre dans un tableau à 3 colonnes. Et c'est un tableau très strict, à la fois dans la définition de la maladie au niveau médical, dans le type d'emploi occupé, et puis dans le délai entre l'exposition et la survenue de la maladie. Et il y a énormément de pathologies pour lesquelles il n'y a pas de tableau, ou pour lesquelles on ne peut pas répondre à toutes les conditions du tableau. Et d'où l'analyse devient compliquée pour le coup. Ouais. Et la reconnaissance, en fait, par exemple, d'un burn-out en maladie professionnelle, elle va passer dans ce qu'on appelle le système complémentaire. C'est-à-dire que c'est un système qui, alors que le tableau permet une automaticité de la prise en charge, comme pour l'accident du travail, il n'y a pas de preuve à apporter du lien avec le travail. Dès qu'on sort du tableau,
C'est au travailleur d'apporter la preuve du lien direct et essentiel entre son travail et la survenue de la maladie. Donc c'est extrêmement difficile. Et ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que, en fait, depuis quelques années, il y a des formes d'atteinte à la santé plus psychique, notamment les burn-out, mais également les suicides, qui sont reconnus en accident du travail. Donc, parmi toutes ces atteintes à la santé d'origine psychique, celles pour lesquelles on établit un lien avec le travail, en fait, il y en a 20 fois plus qui sont reconnus en accident du travail qu'en maladie professionnelle. Et c'est vrai que c'est assez nouveau. La direction des risques professionnels de l'assurance maladie a édité une petite brochure vraiment dédiée à ces affections d'ordre psychique reconnues en accident du travail qui sont vraiment en forte augmentation. Au final, est-ce que vous avez l'impression que votre livre bouge un peu les lignes du côté de la santé publique ou des acteurs de la santé publique ? Je pense que ce serait très prématuré de dire que mon livre bouge les lignes. En revanche, effectivement, quand il est sorti, on n'avait pas encore l'apparition du 4e plan santé-travail. Le plan santé-travail, donc c'est un plan du gouvernement qui est l'émanation aussi de discussions entre les partenaires sociaux au niveau de la Direction générale du travail, ce qu'on appelle le COCT, Comité d'orientation des conditions de travail, donc qui réunit les partenaires sociaux, représentants du monde patronal et représentants syndicaux. Et ce plan santé-travail 4 n'était pas encore sorti. Je dis ça parce qu'il vient d'être publié la semaine dernière et la première partie porte précisément sur la nécessité de prendre en compte la prévention des accidents du travail. Alors que dans le plan santé-travail 3, celui qui précède, la question n'était pas plus que ça abordée. Donc, en fait, c'est un sujet dont s'emparent aussi les pouvoirs publics, les partenaires sociaux. Et je trouve que c'est important parce que c'est un sujet, et c'est ce qui est pointé, pas que dans mon livre, dans le plan santé-travail 4, c'est pointé, c'est un sujet qui reste vraiment d'actualité et qui pose aussi des questions non seulement de prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter que ça arrive, mais de prévention aussi par rapport aux enjeux de maintien dans l'emploi et de risque de désinsertion professionnelle. Et ça, c'est vraiment dans énormément de politiques publiques en ce moment. J'éclaire cette question-là du temps long, en fait, de la façon dont la survenue d'un ou plusieurs accidents du travail peut générer des enjeux en termes de maintien dans l'emploi. Et c'est vrai que j'ai pu observer dans mes enquêtes, donc pour l'une d'entre elles, j'ai suivi pendant 3 ans en fait une population de personnes qui avaient subi au moins un accident du travail, parce que je dis au moins, en fait, l'un des enseignements qui m'a surpris, c'est que il peut y avoir exactement. Et du coup, cet enjeu-là du risque de perte de l'emploi ou de perte de qualification, donc ce que j'appelle une triple peine en fait pour les accidentés du travail. J'ai fait aussi une enquête statistique auprès des adhérents d'une grosse association qui s'appelle la FNAT, qui est donc une association qui vient en aide aux victimes d'accidents du travail. En fait, la triple peine, elle est physique parce qu'il y a la blessure, elle va être économique parce qu'il y a une perte de revenus, voire pour certains de primes, qui peuvent se retrouver en fin de chaîne au niveau de la retraite, et puis une perte sociale en termes d'identité, avec l'impossibilité de reprendre son travail, avec des parcours qui sont particulièrement douloureux. Ce qui me semble important, c'est de dire que l'accident du travail, en fait, c'est un événement pour lequel on peut avoir une représentation de la maladresse, de la fatalité. Enfin, quand on dit c'est un accident, c'est vrai que c'est un accident, donc un peu la faute à pas de chance. Ouais, c'est ça. Et ce qui ressort dans les récits d'accidentés du travail que j'ai pu recueillir, c'est que c'est quand même vraiment un réel enjeu d'organisation du travail et qu'il y a un grand nombre d'accidents du travail qui surviennent, qui posent des questions de choix organisationnels sur lesquels justement on pourrait agir. Donc c'est pas que la fatalité. Et l'organisation du travail, elle est vraiment questionnée notamment sur une organisation en urgence, sur le sous-effectif, sur le fait de devoir réaliser un travail mais sans avoir les moyens pour le faire en préservant sa santé. Et puis elle met aussi en évidence des vraies questions de précarisation du travail et de l'emploi, avec une moindre latitude pour des travailleurs en position précaire. Donc voilà, cet éclairage sur ce qu'est le travail aujourd'hui et sur les leviers
sur lesquels on pourrait agir en termes d'organisation du travail me semble important à souligner. J'ai pas été interroger les employeurs. Je pense je pense que c'est un vrai problème pour un très grand nombre d'employeurs d'avoir ça désorganise tout un collectif d'avoir des travailleurs absents. Donc je pense qu'aucun employeur n'a intérêt à avoir des travailleurs accidentés du travail. Après, pour les employeurs, il y a différentes logiques. Il y a une logique d'obligation légale de préserver la santé et la sécurité de ces travailleurs. Donc là, ça relève du Code du travail. Mais il y a aussi une organisation de la sécurité sociale qui fait que le coût des accidents du travail est intégralement pris en charge par les cotisations des employeurs. Et du coup, le fait de lier la réparation et la prévention, qui est une idée intéressante, ça peut avoir quelques effets pervers, et notamment chez certains employeurs, et ça a été identifié et prouvé dans certaines grosses entreprises, ça peut inciter une sous-déclaration des accidents du travail et donc une politique un peu d'incitation à ne pas déclarer pour moins payer. Donc voilà, c'est très ambivalent. Par rapport à la sortie de votre livre donc en septembre dernier, est-ce que vous avez eu déjà des retours de lecteurs ou de pairs académiques ? J'ai vraiment des retours, surtout avec les personnes, notamment des juristes avec qui je travaille, qui me disent que c'est vraiment important de donner à voir en fait la recherche et de contribuer au débat public. C'est vrai que c'est une question de société sur laquelle on est nombreux à passer beaucoup de temps et d'années de recherche. Et pour moi, le positionnement du chercheur, il est aussi à se situer dans le débat public et à contribuer à ce débat-là en rendant accessibles des résultats, des travaux. Donc au niveau de mes pairs, un accueil plutôt favorable et très encourageant à se situer finalement dans ce type d'édition, en tout cas qui est intermédiaire et qui n'est pas qui correspond pas aux éditions scientifiques classiques. Et puis au niveau des médias... la société civile. La société civile, oui, c'est un livre qui est très bien relayé au niveau des médias nationaux, à la fois sur des sites, des médias justement de syndicats, des médias qui sont des médias comme le vôtre, d'information généraliste, et également là récemment sur un site qui s'adresse plus, je pense, à des jeunes cadres, donc qui ne sont pas du tout l'image typique de l'ouvrier, de l'industrie touchée par les accidents, mais qui s'interrogent sur les questions de sens du travail. Merci en tout cas d'être passé sur notre studio. Je vous invite donc à lire ce livre passionnant qui s'appelle « Accident du travail, des morts, des blessés invisibles ». Merci de votre passage et on mettra toutes les coordonnées sur notre site comme d'habitude. Merci à vous, à très bientôt.